Et c'est parti pour un nouveau coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, l'émission de TV5 Monde qui vous parle développement durable. Chaque semaine, un coup de pouce, un coup de gueule, un éco-geste, un feuilleton. Tout de suite, le sommaire en images. Économie de bois, chaleur préservée, prix modeste. Quand le Cambodge sort ses petits fours, c'est toute la forêt qui est à la fête. Bientôt le sommet de Cancun au Mexique et déjà quelques bouffées de pessimisme. Au lieu d'avouer ses doutes, l'Inde ferait mieux de donner l'exemple. Séquence éco-gestes au bureau, choisissez vos bulles. Deuxième épisode de notre feuilleton sur les écotouristes, direction le Bénin, quand deux univers se rencontrent et se parlent. Denis Loyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller climat à l'AFD, l'Agence française de développement. Alors d'un mot, c'est quoi l'AFD? C'est quoi ses missions? L'AFD, c'est la Banque de développement de la France, qui a donc la mission, donc ses actionnaires sont l'État français, et sa mission, c'est de financer le développement dans des pays du Sud, principalement bien sûr en Afrique, traditionnellement, mais aussi dans des pays d'Asie. Puisqu'il y a l'Indonésie, la Thaïlande, Laos, Cambodge, et on est en train développer nos actions dans l'Amérique latine. Et bien entendu, on a une activité soutenue dans les DOM et dans les TOM. On va y revenir dans un instant sur les missions de l'AFD, sur votre implication dans la cause du développement durable. Mais d'abord, l'image de la semaine. Une double image en fait, avec d'un côté le lancement de 10-10 à Paris. Pour ceux qui ne le savent pas, 10-10, c'est un engagement, celui de réduire de 10% les émissions de gaz à effet de serre dès 2010. Engagement pris par la capitale française auprès de Yann Arthus Bertrand, porteur de ce projet en France. Et puis de l'autre, 10-10, c'est aussi un scandale. Ça se passe en Grande-Bretagne. Un clip de promotion a été censuré. On y voit ceux qui ne veulent pas s'engager dans cette initiative se faire littéralement exploser. Pas de pression, suggère la voix off, sauf que le film a été jugé trop trash, d'autant qu'une des scènes se passe, vous le voyez, dans une classe et que certains enfants connaissent le même sort. Denis Loyer, cette polémique, vous pouvez la comprendre, c'est quelque chose qui vous fait rire? Moi, ce que je trouve fantastique, c'est que 10-10, ça s'est fait dans le monde entier. Il y a eu plus de 7000 actions qui se sont faites partout et des tas de gens qui se sont plutôt fait sauter de joie en participant à ça. Et je trouve que ça, c'est vraiment extra. D'accord. Pas de pression, dit la voix off du film britannique. Il y en a quand même un petit peu, non? Bah oui, et moi je regrette ça parce que je trouve qu'il vaut mieux essayer de faire comprendre pour agir et comme le montre votre clip, ça rend heureux. Ça rend heureux? C'était exactement le slogan qu'il y avait sur la place de l'Hôtel de Ville pour la journée de 10-10. Alors 10-10, justement, c'est un engagement que selon vous, tous les pays devraient prendre? C'est un engagement qui est individuel ou ça peut être une société, ça peut être vous ou moi, vous décidez de réduire de 10% vos émissions en l'année 2010 et de le faire dans la joie et non pas avec des choses que vous appelez trash comme vous le montrez tout à l'heure. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Donc, il faut le faire, il y a urgence? Il y a urgence parce que, si vous voulez, c'est l'accumulation d'actions individuelles peut être une contribution assez forte à la fois à la prise de conscience plus globale, mais aussi ça a un impact quand vous décidez de réduire votre consommation d'eau ou d'émissions de CO2 ou changer la manière dont vous achetez vos produits. Oui, ça a un impact. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est quoi? Qu'il faut changer de mode de consommation ou juste faire un geste pour la planète? Je crois qu'il faut essayer de changer le mode de consommation. Il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Alors vous avez le rapport Planète Vivante de WWF qui est paru ces jours-ci, qui montre que la manière dont nous consommons fait qu'en fait on consomme plus que la biocapacité, comme l'on dit, de la planète. C'est-à-dire qu'en gros on consomme ce que peut produire 1,5 planète. Je pense qu'il faut d'abord le comprendre et essayer de faire changer nos modes de consommation et de développement. On va passer au coup de pouce de la semaine. Et c'est une véritable success story, pardon pour l'anglicisme, que nous allons vous raconter, celle du NLS, le New Lao Stove, un cuiseur en argile cuite. Il est vendu au Cambodge. Il remplace très efficacement les traditionnels fours à bois. Projet dans lequel est impliqué l'AFD que nous présente Sophie Sao, Anne-Laure Poré et Guillaume Suon du centre Bopana. Il a sauvé à lui seul l'équivalent forestier de la moitié de Paris. Lui, c'est ce petit four en terre cuite, un four révolutionnaire conçu dans la région historique des potiers cambodgiens. Un four fabriqué dans des ateliers familiaux comme celui de Tola. Tu as fait combien de fours aujourd'hui? Environ 5.
1 million de ces cuiseurs améliorés ont déjà été vendus. La moitié des foyers urbains du Cambodge en sont équipés. Leur point fort, c'est l'économie d'énergie. Cette cendre aide à garder la chaleur. Elle sert de couche isolante pour éviter de se brûler. Grâce à ce système, la chaleur ne s'échappe pas, alors que dans le four traditionnel, elle est moins bien conservée. Ce four contribue à diminuer la déforestation, parce que comme il retient bien la chaleur, on utilise moins de bois, donc on coupe moins de bois. Pour être précis, il consomme 20% de moins qu'un four traditionnel. En 10 ans, le rejet de 500 000 tonnes de CO2 a ainsi été évité. Or, depuis le protocole de Kyoto, les économies de gaz à effet de serre, ça vaut beaucoup d'argent. Transformées en crédit carbone, elles sont revendues sur les marchés financiers aux entreprises les plus polluantes. GRS, l'ONG française à l'origine du four génial, s'occupe de cette gestion compliquée. Pour accéder à la finance carbone, en fait, il faut se mettre en conformité avec les réglementations du marché. C'est un processus qui est long, complexe et coûteux. C'est pour ça qu'en fait, peu d'ONG de développement y ont accès. D'ailleurs, c'est le seul projet de développement à profiter de la finance carbone à une telle échelle. Depuis 2007, les crédits carbone ont déjà rapporté 3 millions d'euros. Parmi les acheteurs, l'Agence française de développement. Des emplois créés, des économies pour les usagers, moins de fumée nocive et d'arbres coupés, le projet a tout pour plaire. Nous avons le changement climatique d'une part et puis la lutte contre la pauvreté et le développement économique d'autre part. Quand nous arrivons à faire d'une pierre deux coups, bien évidemment, nous privilégions ce genre d'opération. Les recettes du marché carbone financent des campagnes de reboisement pour la production de bois de chauffage, une autre manière de lutter contre la déforestation. Grâce à ce petit four, en 10 ans, 5000 hectares de forêt ont déjà été préservés. Alors, Denis Loyer, je vais faire un petit récapitulatif. Le NLS en chiffres, c'est 5000 hectares de forêt préservée, 500 000 tonnes de CO2 évitées, 1100 emplois locaux créés, 7,5 millions d'euros d'économies réalisées par les 300 000 familles qui l'utilisent. C'est énorme pour un si petit objet. On peut parler de véritable réussite. Ah, tout à fait, puisque finalement ce que montre ce projet dont GRS a été le promoteur, c'est qu'on peut, sur des solutions comme celle-ci, passer à grande échelle. Les chiffres que vous venez de montrer sont impressionnants, si vous voulez. Donc on a un nombre incroyable de gens qui l'utilisent. Ça a également des impacts sur la santé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de foyers un peu anciens, si vous voulez, dans lesquels les fumées, les enfants sont au ras du sol. Vous voyez ce que ça donne un petit peu. Donc là, vous avez également des impacts qui sont très forts là-dessus. Et il faut le répliquer maintenant. Ce qu'il faut, c'est le faire dans d'autres pays. Et GRS et l'AFD travaillons là-dessus. Et puis, il y a une espèce de mix entre du développement, entre une question carbone, on retrouve la négociation climat, et puis une approche financière astucieuse, puisqu'on revend le carbone. On a un autre projet qu'on finance également en Inde, qui sont des biogaz. Vous savez, on met des déchets, ils fermentent, ça donne du gaz qui permet de faire la cuisine, et qu'on finance là avec un prêt. On a fait un prêt à une ONG, et finalement, elle revend le carbone, elle nous rembourse. En fait, on essaie d'accélérer leur capacité à le faire à grande échelle. Alors ça, justement, on va peut-être en parler un petit peu de ces missions, de cette implication de l'AFD dans le développement. Ça va dans quel sens exactement ? Il faut servir les populations locales, il faut permettre un accès au strict minimum, au confort minimum. C'est quoi exactement la philosophie de l'AFD ? La philosophie de l'AFD, donc, c'est d'investir dans du développement qui soit durable, c'est-à-dire qui permette d'avoir un développement économique, préserver l'environnement, c'est-à-dire d'essayer de le faire d'une manière qui soit justement durable, et puis essayer de lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Donc ça, c'est le cœur un peu de ce que nous faisons. Alors on le fait dans des projets comme celui-ci, si vous voulez, où on voit se mélanger, si vous voulez, un peu ces différents objectifs. Et quand on en arrive à avoir un projet comme ça, alors là on est vraiment content. Parce qu'en fait, c'est de plus en plus difficile de compartimenter les actions. Il y a de moins en moins de projets qui sont que économiques. Ils ont aussi des impacts environnementaux. Vous avez des projets environnementaux. C'est le principe du développement durable. Exactement. Qui est un mix entre économie, écologie et social. Et le développement durable, si vous voulez, c'est d'investir de manière équilibrée entre des infrastructures, des questions environnementales, l'éducation à la santé, bien entendu, et de créer aussi les institutions qui permettent de le gérer. Il faut des lois, il faut des règlements, il faut des incitations financières qui se font. Et quand on ne fait pas ça de manière équilibrée, on est dans quelque chose qui est déséquilibré, qui n'est pas durable d'une certaine manière. D'accord. Très rapidement, quand on parle investissement, on pense aussi à retour sur investissement. Le retour sur investissement pour l'AFD, c'est quoi ?
Alors l'AFD est essentiellement une banque, puisque nous avons à peu près 200 millions de subventions par an, on fait 6,5 milliards de chiffre d'affaires, le reste est essentiellement des prêts qui sont plus ou moins bonifiés en fonction de la nature des projets, de la géographie où nous intervenons. Et les prêts sont remboursés. Les prêts que nous faisons sont des prêts qui sont remboursés sans difficulté, que ce soit au secteur privé ou pour des sociétés semi-publiques ou à des États. L'Inde est dans le collimateur du coup de gueule de cette semaine. Franz Vaillant a décidé de dénoncer un pessimisme politique de mauvaise aloi. Le futur sommet climatique, mais pourquoi faire, s'interroge le ministre indien de l'Environnement. Des négociations sur le climat ? Aucune avancée majeure n'aura lieu, affirme-t-il très à l'aise. C'est quelque chose, un ministre qui se lâche. Il est vrai qu'au Mexique, à Cancún, où se tiendra le prochain sommet sur le climat, on peut s'attendre à un registre plus convenu. Comme à Copenhague, une chorale de bonnes intentions, la main sur le cœur, des chiffres plein la bouche. Pendant que les politiques ménageront leurs coups de théâtre, d'autres se battront contre les coups du sort. Et pourtant, malgré tout, on veut croire au miracle. Le miracle, ce serait une prise de conscience collective des enjeux, un réel souci du lendemain, une préoccupation de l'autre. Et à ce sujet, disons-le, l'Inde ne donne pas le bon exemple. Faute de hangars de stockage suffisants et adaptés, près de 20 millions de tonnes de céréales sont perdues et pourrissent chaque année. Et cela, alors que dans le pays, 200 millions de personnes souffrent de malnutrition. Le sommet de Cancún sera crédible quand tous ces acteurs feront preuve, d'abord, d'une bonne gouvernance. Alors Denis Loyer, est-ce que vous pensez que les États sont prêts aujourd'hui à balayer devant leurs portes pour que Cancún soit une réussite ? Grande question. Est-ce que Cancún, c'est vrai qu'il y avait une telle attente sur Copenhague que les gens en avaient surattendu, si vous voulez. Et donc sur Cancún, je crois que les gens sont beaucoup plus prudents sur les résultats qui sont à attendre. Et il y a des bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, c'est que les discussions et négociations sur la forêt sont assez bien avancées. Il y a vraiment un consensus qui se fait. Vous étiez, vous, à Tianjin, en Chine, où s'est tenue une réunion préparatoire pour Voilà, Cancún. j'étais la semaine dernière dans l'équipe de Brice Lalonde, qui est l'ambassadeur de France au changement climatique. Donc sur la forêt, ça avance assez bien. Il y a une décision qui est quasiment prête, à quelques détails près. Et il y a eu une avancée assez forte sur le financement. Où, vous savez qu'à Copenhague, les chefs d'État avaient décidé de créer un Copenhagen Green Fund, c'est-à-dire un fonds vert de Copenhagen. Et là, il y a un quasi-consensus pour, à Cancún, décider de le faire vraiment, et de lancer l'étude de faisabilité, c'est-à-dire demander à des experts d'étudier les différentes options, comment ça va marcher, comment ça financera. Et ça, on n'est pas très loin. Et quand on entend, si vous voulez, le reportage que vous montrez sur l'Inde, il y a une espèce de paradoxe entre une négociation qui a du mal, qui s'enlise, disent les pessimistes, et puis ce que vous montriez tout à l'heure sur le Cambodge. Ces gens-là n'ont pas attendu l'accord de Cancún ou quelque chose d'ambitieux ou d'équilibré. Ils ont décidé d'agir. C'est ça qui est assez étonnant. C'est-à-dire que sur le terrain, vous avez l'impression qu'il y a des ONG, des gens de la société civile, des politiques qui s'engagent et qui font des choses, alors que du point de vue diplomatique, les choses n'ont pas l'air de vraiment avancer. Pourquoi ? Trop de géopolitique ? Parce qu'il y a deux temps, effectivement, il y a un temps de la géopolitique et qui se retrouve finalement dans cette négociation, comme celle de Nagoya qui va y avoir bientôt sur la biodiversité, aussi où les gens sont pas très enthousiastes, enfin, on a des inquiétudes. Et puis il y a le temps de ce qui se passe dans les pays. Vous dites la société civile, mais ce qui s'est passé au Cambodge, c'est le gouverneur, c'est les gens de l'administration, c'est les mêmes gens qui sont dans la négociation climat et qui sont des gens qui ont décidé d'agir et de passer à l'action. Et l'AFD, c'est ça qui est intéressant pour nous, parce que nous, on a une demande incroyable de financement de projets climat, si vous voulez, et pas seulement des petites opérations, des gens qui ont envie de faire ça à grande échelle, au Kenya, de faire de la géothermie à plus grande échelle, en Indonésie, de s'attaquer à l'énorme problème qu'ils ont sur la déforestation, le palmier à huile, comment le faire, le Mexique qui a un plan extrêmement ambitieux, enfin on pourrait en réciter, le Gabon qui a décidé de commencer à préparer lui-même son plan national développement et climat. Donc il y a une vraie volonté au local. Que ce soit Copenhague ou Cancún, est-ce que tout ça ne se résume pas en fin de compte à un énorme bras de fer entre Washington d'un côté, Pékin de l'autre ? Pas seulement, c'est pas seulement cela, et d'ailleurs à Copenhague, les deux que vous évoquez ont fait des propositions assez concrètes en fait dans l'accord de Copenhague. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a aussi le G77, vous savez, qui est très compliqué, puisque là-dedans vous avez des pays
très pauvres, et puis vous avez des pays émergents, vous avez aussi la Chine, c'est G77 puis la Chine, et ça devient de plus en plus difficile finalement d'avoir une cohérence là-dessus. Vous avez l'Europe qui est exemplaire, enfin, je veux dire, vous me parliez tout à l'heure des engagements de la France, mais la France est un pays qui est exemplaire dans son engagement, notamment sur le climat, l'Europe l'est aussi, et on cherche d'autres qui viennent aider et avancer dans cette même direction. Alors c'est quoi l'éco-geste de la semaine? Pour nos confrères de Télé-Québec, l'écolo-attitude se niche dans les moindres gestes de la vie quotidienne. Cette fois, il s'agit de dire non aux enveloppes à bulles. Regardez, vous allez comprendre. Les enveloppes à bulles sont parfaites pour protéger le contenu de nos envois, mais elles ne se recyclent pas. Voici donc 2 solutions de remplacement plus écologiques. L'enveloppe rembourrée est la meilleure solution. Elle est faite à 100% de papier recyclé, dont 50% de papier post-consommation. Elle est entièrement recyclable. On trouve aussi des enveloppes à bulles dégradables, un nouveau produit distribué par Supremex. Le papier non blanchi et certifié FSC est composé d'au moins 50% de fibres post-consommation. Et la doublure est dégradable, contrairement à celle des enveloppes à bulles traditionnelles. On trouve ces produits dans la plupart des grandes papeteries. Denis Loyer, vous êtes quel type d'éco-citoyen? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aime bien le faire moi-même aussi, c'est-à-dire tester ces idées. Vous savez, on voit sans arrêt des idées, on vous dit est-ce qu'il faut récupérer votre eau de pluie, est-ce que vous pouvez faire votre compost. Moi, j'aime bien le faire moi-même et je trouve que c'est une démarche qui permet de le comprendre. La voiture? La voiture, moi j'utilise très très peu la voiture. D'accord. Vous récupérez les eaux de pluie, vous avez votre propre compost? Voilà, oui. J'ai cette chance. Bon, non, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Voilà, mais ce qui est plus difficile, je pense, c'est de faire évoluer l'alimentation. C'est très complexe. En fait, on a des habitudes, on a été habitué. Manger moins de viande. Voilà, moi, j'étais habitué à manger de la viande, et c'est vrai que c'est pas très facile d'évoluer là-dedans. On a un régime. Ben oui, c'est chacun ça. Les écotouristes, c'est le titre de notre feuilleton. Nous sommes toujours dans les traces d'un groupe d'Occidentaux en vacances au Bénin. Des vacances pas comme les autres, puisque ces touristes d'un nouveau genre veulent que leur séjour soit utile à l'économie locale. Le petit groupe s'intègre au fur et à mesure à la vie du village et va de découverte en surprise. 4 ou 5 fois par an, les villageois attendent le minibus blanc de TDS. TDS pour Tourisme Développement Solidaire. Cette fois, ils sont 8 à en descendre, 8 nouveaux voyageurs, comme on dit ici à Ningazoum. 45% de leurs frais de séjour reviennent au village. Ce n'est pas la même culture. Et c'est difficile quand le voyageur ne comprend pas qu'il est venu pour échanger. C'est un rendez-vous du donner, du recevoir. Bon, moi je donne, lui donne. Les échanges vont vraiment dans les deux sens. Nous, on pose énormément de questions et les gens nous posent aussi des questions, alors que ce soit les villageois, parce qu'en fait, ce que j'adore, c'est qu'on découvre plein de types de personnes très différentes. Il y a à la fois les villageois dans les villages dans lesquels on est hébergé, qui sont, il y a des enfants, des adultes, des gens avec des métiers qu'on va découvrir, et à la fois les gens qui nous encadrent un petit peu, qui nous guident, et pour la plupart, ce sont plutôt des étudiants, donc qui ont des vies complètement différentes et qui vivent à la ville, dans les grandes villes, et donc tout ça est très complémentaire et finalement, je pensais pas qu'il y aurait autant de richesse dans les rencontres. Des leçons, on en a reçu plein. On a été planter des tomates. En revenant, on dit nous en Europe, on enlève les gourmands pour que les tomates grossissent. Il nous dit mais vous savez, si on fait des grosses tomates, on ne pourra pas les vendre parce que les gens n'ont pas l'argent pour acheter des grosses tomates. Et ça, je le ressortirai presque tout le temps. On s'est senti très bête d'arriver avec notre recette, qui était pourtant une bonne recette au point de vue, mais qui n'était pas du tout adaptée à la question posée.
voyais sourire pendant la diffusion de ce reportage. C'est un sourire amusé, un sourire concerné, choc des cultures? Moi j'adore, parce que finalement c'est un tourisme intelligent. C'est un tourisme qui permet pas seulement de se reposer, de se relaxer, qui est quand même quelque chose d'important, mais de comprendre les autres, comprendre comment y vivre. Et je veux dire, un monde meilleur demain, c'est un monde où on comprend mieux les autres civilisations, les autres peuples, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs contraintes, leurs attentes. Et là, on le voit, c'est évident, ces gens-là, ils rentrent, ils ont appris. Et l'Agence française de développement pourrait s'impliquer dans ce genre de projet? Elle s'implique dans ce genre de projet? Tout à fait. Alors, on a plusieurs opérations. Il y en a une qui est assez intéressante. On finance un fonds qui s'appelle Verde Ventures avec une grosse ONG qui fait des prêts pour du tourisme et qui conditionne le prêt à des indicateurs sociaux, enfin la manière dont les gens se comportent avec les populations, et aussi biodiversité. Il faut qu'ils prennent des engagements. Alors, si c'est quelque chose au bord de la mer, il faut que, par exemple, ils préservent le corail, ou il faut si c'est plus à l'intérieur des terres, il faut qu'il y ait un impact également sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, la décision de financement, elle n'est pas que financière. Elle est aussi conditionnée à un impact positif en matière de biodiversité ou vis-à-vis des populations à côté. Changer les comportements. Exactement. Impliquer les populations locales, c'est indispensable dans ce genre de projet? C'est absolument indispensable. Sinon, alors on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quelque chose qui est durable, c'est quelque chose qui est assis sur 4 piliers. Sur 4 piliers, pardon, c'est-à-dire des questions sociales, des questions d'environnement, une infrastructure qui est celle qui est hôtelière, et puis de respecter un peu des règlements qui permettent de mettre tout ça en mode de fonctionnement. La problématique de l'eau est au cœur du coup d'œil de la semaine, car faut-il le rappeler, le bien le plus précieux de cette planète est aussi celui qui est le plus injustement réparti. Les Belges du Centre national de coopération au développement nous le rappellent en images. Un commentaire, Denis Loyer? Je trouve que c'est une bonne manière d'essayer de sensibiliser les gens à cette question de l'eau qui devient énorme. Et l'eau, c'est l'accès à l'eau potable, c'est ce qu'on voit le plus facilement. Il y a ce qu'on oublie toujours, c'est le traitement des eaux usées. Et en fait, il y a beaucoup de projets qui se font, on met l'accès, puis on oublie de traiter les eaux usées. Donc en fait, quelquefois, on aggrave les problèmes des populations qui sont là. Et puis le troisième pilier qui est important, c'est de gérer la ressource. On appelle ça la gestion intégrée des ressources en eau dans des bassins versants, et c'est fondamental. Denis Loyer, c'est un dépassage obligé de coup de pouce pour la planète. Je vais vous donner carte blanche pendant 40 secondes et vous nous donnez votre coup de pouce pour la planète à vous. Attention, top chrono. Merci. Moi, je voudrais donner un coup de pouce à tous ceux qui font l'effort de montrer les conséquences de notre développement et de nous apporter des solutions. On en a tous besoin pour pouvoir agir nous-mêmes différemment, vous, moi, nous, nos décideurs, les chefs d'État dont vous parliez tout à l'heure. Et je vais en citer 3. Je trouve que tout ce qui est fait en matière de films pédagogiques ou par Nicolas Hulot, par Yann Arthus Bertrand est vraiment essentiel. Il faut citer aussi les économistes. Il y a des gens dont on ne parle pas beaucoup qui essaient de mettre des chiffres derrière le développement durable. C'est-à-dire d'en faire quelque chose qui soit quantifiable, comme Pierre Hamilton, Pierre-Noël Giraud, Jacquet, qui essaient de le mettre là-dessus. Et le dernier point que je voudrais dire, c'est finalement ce que vous faites, vous essayez de faire comprendre pour agir et pour rendre heureux. Merci. Vous avez légèrement dépassé, mais en tout cas, ça valait le coup de gagner ces quelques secondes. Merci, Denis Loyer, d'avoir été notre invité. Vous serez à Cancun ? Bien sûr. Vous reviendrez nous en parler? Après, avec promis. D'accord. Avec plaisir. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Coup de pouce pour la planète, fin. Juste le temps de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Internet. Nous attendons vos propres coups de pouce, vos coups de gueule, vos éco-gestes. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt sur TV5 Monde, la chaîne francophone.